Hello à tous. Aujourd'hui, on va parler de financement lors de ce podcast et pour cela, nous avons un thème. Arrêtons de rêver, la banque ne finance pas n'importe qui et n'importe comment. Et pour ce fait, nous avons une invitée d'honneur, Diana Dudran, qui est courtière professionnelle et qui a eu plus de 20 ans de métier en banque professionnelle, qui va nous expliquer en fait tous les rouages du financement et les idées reçues que beaucoup de personnes ont et aussi les mensonges qu'on entend par rapport au financement. Donc maintenant, Diane Dudran, peux-tu te présenter? Bonjour, donc Diana Dudragne. Je travaille depuis 5 ans maintenant chez Finance Conseil et j'ai commencé à travailler dans l'univers de la banque en 2006. Donc comme Noémie le disait, en juillet l'année prochaine, je ferai 20 ans. 20 ans d'expérience, d'activité, où on a eu l'occasion de monter des dizaines de dossiers et de savoir comment monter un dossier pour qu'on soit sûr qu'il soit accepté. Première question, c'est qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de personnes parlent du financement à 110%, que, entre guillemets, c'est facile d'obtenir un financement à 110%, qu'il n'y a vraiment pas ce problème, que limite, n'importe qui peut être financé. Mais aujourd'hui, dans le contexte économique dans lequel on est-ce que tu penses qu'entre guillemets, le financement à 110% a encore sa place aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est-à-dire que aujourd'hui, se faire accompagner dans le cadre d'un projet personnel, quand je dis personnel, c'est particulier, se faire financer à 110%, c'est fini. Ça, c'était avant le Covid, aujourd'hui, c'est terminé. Il faut rentrer pour avoir accès au financement à 110%. Il faut avoir accès à certaines cases, c'est-à-dire moins de 26 ans, première acquisition, résidence principale, et il n'y a qu'un seul partenaire bancaire qui fait ça. Aujourd'hui, la majorité vont demander au minimum de faire un financement à 100%, voire de demander un apport complémentaire. Donc le financement 110%, c'est terminé. Donc, par rapport à ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent, entre guillemets, encore cet argument pour vendre du rêve à certaines personnes. Parce que pour moi, je sais que, entre guillemets, la banque aujourd'hui veut voir que la personne qui veut se faire un financement fait aussi un effort de sa part. Tout Mais à aujourd'hui, il y fait. a tellement de personnes qui, entre guillemets, ne veulent pas faire cet effort-là et pensent que le financement à 110%, c'est encore possible, etc. C'est juste qu'ils n'ont pas forcément la bonne technique. Et souvent, on a tendance, entre guillemets, à se dire que c'est parce que je connais pas le secret, je ne sais pas comment financer mon projet, donc il y a quelque chose qui manque, etc. Mais les banques sont de plus en plus frileuses, que ce soit en tant que profil particulier dans lequel ça va être la première partie de notre podcast, et après on verra aussi le financement professionnel. Oui, c'est vrai que le financement à 10%, encore une fois, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est terminé. Il y a des normes. La banque refuse d'être la seule personne qui porte la responsabilité d'un crédit. Elle estime qu'aujourd'hui, les gens doivent apporter. Et puis, la part de l'apport, elle a augmenté, puisque le prix des appartements a augmenté aussi. Quand on regarde le prix d'acquisition d'une maison sur les 20 dernières années, ça a augmenté. On ne peut pas faire tout supporter à la banque. C'est pas possible aujourd'hui. Et donc du coup, comment la banque analyse un profil bancaire aujourd'hui? Eh ben, elle va regarder, enfin, en fait, c'est un peu une histoire, c'est d'où tu viens, ce que tu fais et où tu vas et comment tu gères tes ressources tous les mois. C'est-à-dire que quand on est locataire de sa résidence principale et qu'on souhaite acheter un appartement, une maison, on va regarder s'il y a un saut de charge. C'est-à-dire que si tu as 800 € de loyer et que tu passes sur un crédit de 2 000 €, c'est pas possible. Surtout si le couple dépense 100% de ses revenus et surtout s'ils ne mettent pas d'argent de côté. On va regarder le train de vie par rapport au projet. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un petit revenu et où il y a un saut de charge important, la banque, elle ira pas. C'est trop risqué pour elle et c'est trop risqué. Le but de respecter les 35% d'endettement, c'est de ne pas mettre le porteur de projet en difficulté. Il faut que le porteur de projet puisse continuer à vivre normalement. C'est-à-dire que, encore une fois, si on a 800 € de loyer, qu'on met pas d'argent de côté, qu'on est en difficulté, comment voulez-vous passer sur un crédit immobilier dans le cas d'un appartement quand au-dessus, en plus, vous allez avoir les charges de copropriété, le foncier? C'est pas possible. Donc, on regarde le quotidien, on regarde aussi les relevés de compte, c'est-à-dire que un porteur de projet qui a des incidents bancaires, la banque, c'est rédhibitoire, c'est terminé. Donc ça, c'est dans les banques, enfin dans beaucoup de banques, c'est un red flag, c'est fini. À partir du moment où on a des commissions d'intervention, où on a une ATD, c'est pas la peine. Il faut encore attendre 3 mois. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est aujourd'hui, voilà,
OK, vous êtes un peu fragile sur la gestion de votre quotidien. Ce que je vous invite à faire, faites il faut encore attendre 3 mois. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est aujourd'hui, voilà, OK, vous êtes un peu fragile sur la gestion de votre quotidien. Ce que je vous invite à faire, faites attention. Faites vraiment attention pendant plusieurs mois et quand vous avez des relevés de compte qui sont nickel, mais vraiment, hein, nickel, là, on peut repasser, on peut aller, déposer un dossier en banque. Sans ça, c'est pas possible. Parce que la banque, elle va regarder les relevés de compte. C'est pour ça qu'elle les demande. Parce qu'elle regarde la gestion du compte quotidien. Donc voilà. En dehors de la stabilité, bien sûr, des revenus. Parce que du coup, moi, ce que j'ai entendu, c'est que des fois, par rapport à HSSF, les banques peuvent avoir, entre guillemets, une digression par rapport à certains candidats, à 20%, que même si tu rentres pas forcément dans ce cadre de fameux CDI, des comptes clean, ils peuvent, entre guillemets, pour certains, entre guillemets, faire un effort pour leur financer. En général, c'est par rapport à quoi qu'ils font un effort? Ben, on parle du taux d'endettement, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que sur un primo-accédant, on va regarder, quand je dis primo-accédant, la personne qui fait son première acquisition, on va regarder le taux d'endettement. On ne dépasse pas les 35%, c'est la règle de base. Sauf, il y a 10% qui sont tolérés par chaque établissement. Ça, c'est que pour ceux qui achètent leur résidence principale. Quand on fait du locatif, souvent, cette partie-là, elle est conservée pour les clients premium des partenaires bancaires. Mhm. C'est-à-dire que si on va en banque et qu'on leur dit, voilà, je suis client dans un autre établissement, je souhaite passer chez vous, aujourd'hui, je suis à 40% d'endettement, mais j'ai un reste à vivre important, la banque, elle va dire, ah, compliqué, surtout si on achète en nom propre, ils diront non. Enfin, on peut pas aller voir un établissement si on n'est pas client en le proposant. C'est pas possible. Ils gardent ça pour leurs clients, leurs propres clients. Les banques, elles font vraiment ça que pour eux, quoi. Ouais, c'est pour des clients pour lesquels elles ont un certain intérêt, qu'ils ont leur épargne chez eux, qui voient qu'il Tout y a à une fait. progression. Tout à fait. Et donc, ça veut dire qu'aussi dans le profil, parce que c'est ce que je dis des fois aussi à certains de mes participants de l'académie, parce que j'ai des personnes de tout âge, et souvent je leur dis, bah, c'est plus facile de financer quelqu'un qui a 24 ans, 23 ans, qui peut justifier que j'ai fait les études, il y a un an, j'étais encore sur les bancs de l'école, je n'ai pas pu obtenir mon financement, je n'ai pas beaucoup d'apport, justement parce que bah, j'étais encore un Tout enfant, à fait. limite, que une dame ou un monsieur qui a déjà 45 ans, 55 On ans, est bien qui d'accord. travaillent depuis un moment, où c'est difficile de justifier en fait pourquoi t'as pas d'apport. On Je est sais qu'il y a des d'accord. problèmes de la vie et surtout c'est beaucoup plus criarde dans la communauté noire, si je peux me permettre, dans le sens où souvent il y a certaines familles qui ne supportent pas que leur famille en France. Ils ont aussi des fois en fait des obligations au pays, ce qui font que souvent leur argent n'est pas forcément pour eux et ils se retrouvent malheureusement Ah, à des fois subvenir à des besoins du frère qui est resté au pays, à l'oncle ou des fois à la grand-mère. Et du coup, ils se retrouvent qu'à un moment donné, quand ils réalisent qu'en fait, j'aime la France, j'ai envie d'investir en France, et en fait, clairement, je n'ai pas de projet de retourner au pays, et j'ai envie d'avoir ma résidence principale. Et c'est là qu'on leur dit, bah monsieur, vous avez 55 ans, vous n'avez pas d'épargne, on fait comment? ah, c'est Et ils clair. comprennent pas. Non, non, ils comprennent pas. Et donc, quand on aide une famille, quand on aide, ça arrive hein, dans toutes les communautés, il y a de l'entraide et de l'aide familiale, c'est considéré comme une charge. Mhm. Donc ça va rentrer dans le calcul en disant, voilà, si on aide ses parents, ça arrive, hein, les parents sont en difficulté, on doit les aider pour boucler la fin de mois, on va en tenir compte. C'est pareil quand on aide un jeune qui est étudiant, on aide ses enfants, c'est aussi considéré comme une charge. Donc les banques, elles en tiennent compte aussi. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais bon, c'est vrai qu'un jeune qui commence dans la vie, même s'il n'a pas d'épargne, Mhm. la banque, elle va regarder différemment. Quand je dis différemment, on va regarder ce qu'il a fait sur les premières années, s'il a fait des études, quel genre d'études il va faire, parce que la banque, elle va miser sur son avenir. Mhm. Il peut ne pas avoir d'argent. C'est possible, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus. Tout le monde a commencé un jour, moi, toi, donc il n'y a pas de sujet. Et la banque, elle va dire, voilà, le profil, il est rigoureux dans la gestion de ses comptes, il met pas beaucoup d'argent, mais bon, là, si on passe sur un crédit immobilier, bah, il n'y a pas de saut de charge, c'est rigoureux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'incident, on va y aller. Voilà, c'est comme au poker, on met pour voir. Alors qu'une personne qui a 45, 50 ans, qui veut acheter sa résidence principale et qui n'est pas en capacité de mettre un peu d'argent de côté, la banque, elle donne pas à pourvoir. Parce qu'elle estime que c'est trop. On sait pas. Enfin, à 45 ans, si t'as pas mis un peu d'argent de côté, tu le feras pas. Le comportement, il change pas.
Mmh. À 20 ans, tu peux éduquer. À 45 ans, les gens, ils se laissent plus éduquer. Donc, Ouais, ils ont déjà pris des mauvaises habitudes tout à fait. clairement qui font qu'à bout d'un moment, bah, la banque aussi elle doit en fait se sécuriser et ça on y reviendra aussi également par rapport au financement pro. C'est qu'au bout d'un moment, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui s'attendent tout simplement que la banque fait tous les efforts. Mais il faut se dire que dans un projet immobilier, surtout dans l'investissement, la banque aussi elle veut voir aussi que vous êtes prêt à mettre vos bébés aussi. Parce qu'il y en a aussi qui ont des fois de l'argent, ils vous disent non mais j'ai pas envie, Ouais, ouais, etc. c'est ça. Mais en fait, dans un projet, c'est donnant-donnant. Je peux te financer 60, 70%, 90% de ton projet, mais tu dois quand même faire un effort parce que ça montre aussi ton implication et le fait que tu vas être responsable du prêt qu'on va te donner à la fin. Complètement. C'est complètement ça aujourd'hui. Sur du patrimonial, la banque, elle ira pas à hauteur de 100%. Ça fait quelques années que c'est terminé ça. Au mieux, on peut faire 90%, mais la règle, c'est 20% d'apport, hors frais. Mm. Hors frais. C'est-à-dire qu'il faut rajouter un peu plus. C'est-à-dire que sur 100, la banque, elle va prêter 80 et sur ce qui reste, il va falloir calculer les frais. Donc, il y a les frais d'hypothèque, Mhm. donc les frais de garantie, les frais de dossier, que ça soit du courtier si on passe par un courtier ou de la banque, qui est de l'ordre de 1%. Ça, c'est immuable, c'est la règle. On peut faire baisser ces 1%, mais la règle de base, c'est 1%. Et dans tous les cas, la banque, aujourd'hui, ce qu'elle ne faisait pas avant, je parle de résidence principale par exemple, la banque, elle demande à ce que le porteur de projet ait une épargne post-projet. Parce qu'avant, on ne faisait pas trop attention à ça, il y a quelques années. Moi, quand j'ai acheté il y a longtemps, j'ai mis tout ce que j'avais dans l'acquisition de ma maison, tout ce que j'avais. Je me suis retrouvée à découvert pendant 2 mois, mais c'était pas grave, j'avais ma maison. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On demande aux porteurs de projet d'avoir un pied de compte de plusieurs mois de salaire en cas de pépin. Quand on rentre dans une maison, bah, il y a peut-être le chauffe-eau qui va péter, il y a peut-être un problème avec une fenêtre, il y a peut-être un problème de carrelage. Je sais pas, on sait pas, hein. Mais bah, ça, il faut pouvoir le gérer. Et ça, si vous n'avez pas une épargne de précaution, ah ben ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, la banque, elle le demande. De toute manière, Crédit Logement, qui est L'organisme de cautionnement. tout à fait, qui cautionne les prêts pour les particuliers, pour la majorité des Ouais, partenaires bancaires, ouais, c'est ça. eux, ils demandent un pied de compte et ils demandent au moins entre 4 et 6 mois de salaire de côté, au moins post-projet. Donc, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a 2000 euros, on va lui demander au moins 6 à 8 000 euros de côté post-financement. Voilà. Mais moi, je reviens et je trouve que tu m'as donné une bonne passe par rapport à ça. Et c'est vrai que souvent, on a qui confondent le fait de ne pas avoir, de ne pas mettre de l'apport à ne pas avoir d'épargne. Pourquoi? Parce que justement, comme tu l'as si bien expliqué, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés des fois en difficulté après l'achat. Donc, ils sont contents, ils ont acheté et ils se retrouvent, on leur dit, bon, en fait, il y a le ravalement de façade qui n'était pas prévu, mais ça a été voté, etc. Donc, il faut faire. Donc, tu dois sortir 15 000 euros de ta poche ou tout simplement, tu rentres dans un logement, tu commences à faire des réparations, etc. Tout à fait. Et in fine, ils se retrouvent des fois pris à la gorge et ils n'ont pas anticipé tout ce qui est taxes foncières, taxes Tout à fait. ménagères, Tout à fait. etc. Tout à fait. Et ils se retrouvent malheureusement plombés parce que c'est comme en fait un cadeau qu'on est capable de te retirer à n'importe quel moment. Et souvent, ce que j'ai tendance à dire à mes élèves, je leur dis que, en fait, in fine, il faut comprendre que tant que tu n'as pas remboursé ton crédit, le vrai propriétaire, c'est la C'est la banque, banque. tout à fait. C'est la banque. Aujourd'hui, on met 6 mois à se remettre d'un crédit immobilier. Mhm. C'est-à-dire que les investissements qu'on fait, entre tous les frais qu'on a payés pour avoir un niveau à peu près avant crédit, il faut 6 mois. Voilà. Mhm. C'est ce qu'on m'avait dit à l'époque quand j'étais collaboratrice. Dans la banque, on m'avait dit, Diana, on se remet au bout de 6 mois d'un crédit bancaire. Donc, il y a 6 mois qui sont un peu difficiles. Au bout de 6 mois, la situation est stabilisée. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, Et donc, du coup, est-ce qu'il y a une différence entre les discours commerciaux des banques et vraiment le comité de crédit qui accepte en interne les financements? sur le particulier, la banque, c'est assez classique. Si tu es en dessous de 35% d'endettement, que tu as un niveau d'apport qui est correct, qui est bien, que la gestion des comptes est nickel, il n'y a pas de raison qu'on te dise non. Franchement, il n'y a pas de raison. Si le projet est propre, si le porteur du projet est nickel, que l'histoire est propre, il ne devrait pas y avoir de problème. Moi, je dis toujours aux clients, soyez vigilants. Jusqu'au jour du décaissement du prêt, la banque, elle peut retirer et se retirer du projet. La banque, elle est souveraine. Mm. C'est-à-dire que si au dernier moment, c'est parce que je l'ai vécu avec un client, euh, 48 heures avant le décaissement des fonds, le client s'est pris une ATD. Oh non. La banque a annulé. Elle a annulé. Terminé. Elle a dit, moi, je déclare comme ça, on n'en veut pas.
Donc, jusqu'au jour de la signature, tout peut arriver. Moi, je dis toujours aux clients d'être en hypervigilance. C'est-à-dire à partir du moment où tu déposes ton dossier à la banque, jusqu'au moment où tu signes chez le notaire, pour un particulier, même une entreprise, c'est la même chose. Bah, tu es vigilant, tu fais attention à tes comptes, tu gères bien tes comptes, c'est propre, c'est carré. Donc, voilà. Une ATD, pour ceux qui ne connaissent pas, Avis tiers Ouais. détenteur, ça peut être un PV non payé. Bon, après, 33 euros, ça s'explique, hein. Mhm. Et souvent, quand vous avez une ATD sur un compte qui vient d'être ouvert, c'est que c'est beaucoup plus grave. Oui, parce que du coup, en fait, c'est qu'ils ont cherché tous les anciens comptes Tout à et fait. qu'ils n'ont pas été capables de récupérer Tout les à sous. fait. Donc Et c'est du beaucoup coup, plus grave. C'est ouais. exactement. Et donc là, la banque, si en nouveau client, tu prends une ATD, et puis c'est pas une ATD de 33 euros en général qui arrive, hein. On est au-delà de 1000 euros, c'est que là, il y a un truc. Ouais, c'est qu'il y a vraiment des casseroles C'est qu'il y a, il y a une- il cachées. y a- il y a un squelette dans le placard, et là, la banque, si tu commences déjà la relation bancaire avec ce genre d'incident, la banque, ça présage rien de bon en fait. C'est pour ça qu'on dit, nous, quand on prend un dossier, on dit aux clients, voilà, dites-nous tout. Dites-nous la vérité. Pas de cadavre, sortez tout ce qu'il y a à sortir. Et puis, nous, on peut vous aider. On peut vous aider, pas à contourner, mais à expliquer. Il y a des choses qu'on peut expliquer quand il y a des problèmes, même sur les pros. On dit, voilà, la banque, si elle découvre quelque chose et que nous, on n'est pas au courant, c'est terminé. Elle va se sentir trahie. Elle va dire, voilà, chez l'analyste, il va estimer qu'il y a le doute. Et à partir du moment où il y a un doute, c'est terminé. Alors que si nous, on est au courant, qu'on explique, voilà, il s'est passé ça, mais ça a été fait ça a été réglé comme ça, la banque va dire, ok, le gars, il a eu droit à... Enfin, tout le monde a le droit à faire des erreurs dans la vie. Et donc, on peut l'expliquer. À partir du moment où on peut expliquer ce qui s'est passé, la banque va dire, ok. Et donc, elle prend sa décision en connaissance des causes. Et à partir du moment où elle sait qu'il s'est passé un incident, elle passe. Alors que si elle le découvre, c'est terminé. Alors là, je l'ai vu, hein, c'est fini. Donc du coup, par rapport au financement à 110%, Mm. donc si on récapitule, c'est vraiment souvent pour les clients privilégiés de la banque. Et c'est pour certaines catégories Tout de à fait. profils. Donc, mais en gros, faut pas se mentir, Non. si tu veux faire un projet immobilier et que tu es vraiment dans une approche sérieuse, faut que tu fasses l'effort Tout à de fait. pouvoir obtenir ton financement. Tout à fait. Si tu es un client classique, lambda, comme toi et moi, il faut de l'apport. Sans apport, tu n'auras pas tout projet. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Et aussi, il y a un mythe aussi que j'aimerais bien qu'on en parle, c'est que sur les réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à se dire, oui, bah moi, en espace de 2 ans, bah j'ai enchaîné 15 appartements, etc. Mais moi, je connais la réalité des sujets. Je sais que, surtout que ce soit dans l'investissement locatif, surtout, on est rapidement bloqué par la banque. Quand la banque, en général, elle a tendance à savoir, elle a connaissance de tous les crédits, parce qu'il y a certains malins qui aiment, entre guillemets, un peu mettre certains crédits sous le tapis. Tout à fait. Mais justement, est-ce que c'est réellement possible d'enchaîner comme ça des biens et des projets? Enchaîner, oui, j'ai vu certains Instagrammeurs qui vendent des formations en disant qu'en 3, 4, 5 ans, ils ont réussi à mettre 25 biens. Je trouve ça extraordinaire parce que dans la réalité, c'est pas possible. Donc, un premier bien, un deuxième bien, un troisième bien. Après, ça dépend sous quel format il est acquis, soit en nom propre, soit via une structure. On peut aller un peu plus loin, mais au bout d'un moment, de toute manière, la banque, elle va mettre le haut là. Et moi, j'ai déjà vu des gens faire du ghosting bancaire, c'est-à-dire qu'ils ont fait un prêt dans un établissement 1 Mhm. et ils l'ont pas dit à l'établissement 2. Sauf qu'aujourd'hui, je parle pas du particulier, hein, je parle pas de la personne qui achète en nom propre. Je parle de la personne qui a un peu structuré son patrimoine et qui passe via une SCI, Mhm. Société Civile Immobilière. Mais la banque, elle a des logiciels, elle a accès, elle le voit. Mhm. Elle voit les engagements qui sont portés. Donc, à un moment, ça se voit, hein, donc... 25 biens en 2 ans, j'y crois pas du tout parce que c'est structurellement impossible. Déjà parce que un projet, il doit se déboucler, il doit signer, il doit être rentable. Plus à chaque fois que je le regarde, moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller vérifier quoi. C'est d'aller checker sur internet si vraiment ils ont réussi à faire ça parce que je me dis waouh, si vraiment on a réussi à faire 25 biens en 2 ans, mais moi je suis stupide, pourquoi je les ai pas quoi. Donc, et je sais que c'est pas vrai. Je sais qu'aujourd'hui c'est pas vrai parce qu'on accompagne tout type de projet. On accompagne des petits porteurs de projets et des gros clients patrimoniaux et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, c'est ça, parce que du coup, euh,
Le problème, c'est que quand on parle à des investisseurs et qu'on parle surtout à une audience débutant qui a réellement faim de réussir et qui veut avoir aussi sa success story, eh ben, bah, ça, c'est beaucoup plus vendeur de dire, mais en fait, t'inquiète, tu peux enchaîner 35 appartements en un an, t'inquiète pas, en fait, si tu maîtrises bien ton dossier, t'inquiète pas, la banque va te financer, etc. Mais à un moment donné, quand moi je suis sur le terrain, je sais que c'est pas si évident que ça Non. d'obtenir et à un moment donné, bah, ce que je dis aussi à certains de mes participants, c'est que des fois, tu connais pas tout. Sur Non. ce que la personne, elle peut vraiment avoir 25 appartements. Mais moi, je me souviens, il y avait une personne qui disait qu'elle avait 25 appartements, etc. Et quand tu regardais bien, il y en avait qu'à deux ou trois qu'elle avait vraiment financé de elle-même. Et le reste, c'est des héritages. Voilà, c'est pas cool. Mais non, non, non. Tu peux, si tu montes bien ton pas. Enfin, il y a déjà une base. Il faut que la base elle soit solide. C'est-à-dire que le CDI, faut pas être en activité un peu atypique. Auto-entrepreneur, c'est compliqué. Vaut mieux que ça soit une structure qui soit solide. Euh, Parce que auto-entrepreneur, c'est un statut intermédiaire. Quand ça a été mis en place, ça a été mis en place pour les gens qui étaient salariés et qui hésitaient à rentrer dans une activité professionnelle. Mais c'est pas un statut qui a vocation à rester. Une fois que ça marche, on dit aux clients passer sur une société classique type SARL ou SAS. Après, il faut que ça soit stabilisé, il faut qu'il y ait 3 bilans. Et une fois que vous avez 3 bilans, que vous avez des revenus qui sont stables, parce qu'on fait pour les entrepreneurs, on fait la moyenne sur les 3 dernières années de revenus. Parce que ça permet des fois de lisser une année qui est un peu moins bonne que les autres. Et donc il faut ça, il faut qu'il y ait de l'épargne de côté. Donc là, souvent certains partenaires bancaires refusent d'accompagner du locatif si la personne n'est pas propriétaire de sa résidence principale. Parce que le jour où la personne elle souhaite faire l'acquisition de sa résidence principale, bah, elle est déjà au taquet de son endettement. Si tu as acheté et que finalement tu as 1 000 euros de charge de prêt et que tu as 700 euros de loyer parce que l'agent immobilier t'a dit que tu pouvais louer à 1 000 euros et que finalement tu te rends compte que la réalité du marché, bah, c'est pas 1 000, c'est 800 ou c'est 700, il faut savoir que la banque, elle, quand elle calcule ton endettement, elle prend 70% de tes revenus Mm. locatifs. Par contre, elle garde 100% de la charge de prêt. C'est la gestion du risque, elle est comme ça. Donc là-dessus, tu arrives tout de suite à un endettement qui devient énorme. Et donc les 35% ont explosé tout de suite. Et là, elle se retrouve dans le problème d'acquisition de la résidence principale. Donc les banques, pour faire du patrimonial, il faut déjà avoir une situation stable. Donc propriétaire de la résidence principale. Et donc, du coup, par rapport à ça, souvent, si les gens veulent vraiment enchaîner, souvent, en fait, ce que la banque va demander, c'est surtout un apport. De Tout à fait. compenser par un apport. Tout à fait. Ah mais complètement. De toute manière, le patrimonial, normalement, c'est 15 ans, 20 ans maximum. Il n'y a que sur la résidence principale où on va jusqu'à 25 ans, en tout cas en France. Et si vous voulez faire du patrimonial, ce sera soit 15 ans, soit 20 ans. Et on demande souvent à ce que la charge de prêt ne dépasse pas à hauteur de 70% le loyer à venir. Parce que sinon, ben, ça rentre en plus dans l'endettement. Si vous voulez enchaîner, après, moi j'ai vu des dossiers où ça enchaînait, c'est vrai, hein, mais franchement, c'était bien pensé. Ils ont fait une opération à titre personnel, après ils ont monté une SI avec une ligue, enfin, ils ont structuré leur patrimoine. Aujourd'hui, après, il faut se faire accompagner, on ne peut pas se lancer comme ça, tout seul, et souhaiter enchaîner en 1 an, en 2 ans, 25 biens, c'est pas possible. Ça se fait sur une dizaine d'années. 25 peut-être sur une dizaine d'années, pas sur 1 an ou sur 2 ans. Et à partir du moment où le patrimoine, surtout la structure juridique est bien faite. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait de, quand tu dis qu'il faut se faire accompagner, parce qu'à partir d'un certain moment, quand tu veux vraiment aller chercher vraiment plusieurs millions d'euros sur ton patrimoine, tu le fais pas tout seul. Ah Tu non. dois, il y a des spécialistes qui sont là pour te montrer quels sont les statuts juridiques, quelles sont les entreprises, le type de société que tu dois faire, comment tu dois monter ton projet. Moi, je vois de plus en plus de personnes qui s'associent aussi, parce qu'ils se rendent compte que tout seuls, ils ne peuvent pas. Dernièrement, je sais pas, bon, j'ai une amie qui travaille en banque pro et qui m'expliquait, et moi j'avais trouvé ça que c'était hallucinant. Après, je sais pas si j'ai compris tous les tenants et les aboutissants du projet, qui m'expliquait que ils ont réussi à financer des professionnels De l'immobilier. non, même pas du tout médicaux. Ah Enfin, d'accord. c'est-à-dire, je pense qu'il y avait un médecin, peut-être un ostéopathe ou je sais pas. Et donc, ils ont acheté en SCI un bâtiment.
pour lequel, entre guillemets, une partie des locaux allait servir, en fait, ils allaient se louer à eux-mêmes une partie des locaux et une autre partie des locaux allait servir tout simplement à louer à d'autres professionnels Oui. dans le milieu médical. Et elle m'expliquait que le projet, au total, on était sur du 1 million 6, Hein? mais elle m'expliquait ils étaient trois et qu'ils avaient des salaires lambda, hein. Hein? On va dire, bon, je sais pas si c'est par rapport à la France, je pourrais pas vraiment comparer, mais je crois qu'il y en avait deux qui étaient à 47 Oui, oui, et c'est on ça. avait un qui était à 35. Oui, oui, aujourd'hui, les kinés, ça pas des gros revenus, hein. C'est un Mm. métier qui est très prenant, mais c'est pas des salaires à plus de 100 000 €, donc il y a pas de sujet là-dessus. Mais 1,6 million et je crois qu'ils ont mis chacun 20 000 ou 25 000 euros d'apport. Et j'ai trouvé que quand même, ils ont mis quand même très peu d'apport pour compte tenu du montant du bien. Ah bah, 1,6 million, ils ont dû avoir déjà des droits d'enregistrement, enfin des frais de notaire qui devaient être conséquents parce C'est qu'on ça. on est sur des Enfin, montants. si on est sur du 10%, c'est du 8%, on est déjà sur du Ouais, 160 000. ouais, c'est ça. Donc on est Ouais. sur des gros montants. C'est en fait la structuration du projet. Les banques, moi j'ai financé déjà des cabinets médicaux et en effet, le porteur de projet avait une partie du cabinet pour lui, pour son activité, et sous-loué à des praticiens c'est pas une redevance, mais il sous-louait une partie et l'avantage, bah, c'est que ça lui permettait d'acheter plus grand et de créer un cabinet médical. Ça se fait, ça se fait. Par contre, il faut soit bien accompagné, que le montage soit bien structuré et que l'histoire soit belle, parce que le but, c'est quand même que ça soit rentable. Oui, c'est ça. Je pense que il y avait, bon, j'ai pas, comme je le disais, je connais pas les tenants d'aboutissants, mais je me suis dit, ah, ça c'est un très bon projet. Et ce qu'elle m'expliquait aussi, c'est que la banque aussi a vu qu'ils diluaient le risque, c'était trois Oui, oui, mais différents, bien et donc sûr. du coup, Puis son caution, voilà. puis on est dans du bâtiment. Mhm. Demain, il se passe quoi si l'activité marche pas? Bah, ils revendent. Enfin, on n'est pas sur un fonds de commerce, on est sur un immeuble, la garantie c'est une hypothèque, et puis sur un bien à 1,6 million, on doit être sur un bâtiment qui doit être sympa. Mm. Donc oui, il n'y a pas de sujet. Et aussi, j'ai une question. La question, c'est bon, je crois qu'elle m'a un peu échappé par rapport à la question. Oui, voilà. La question que je voulais poser, c'était par rapport le cash flow. C'est que bah, sur les réseaux sociaux aussi, on pousse, enfin moi à mon sens, quand tu fais un patrimoine, c'est pas pour vivre du cash flow ou de ce qui peut rester des loyers. Et j'ai l'impression que justement, les banques n'aiment pas ça non plus. Tu pourrais me confirmer dans le sens où, en fait, c'est vrai qu'ils vont prendre les 70% pour des loyers classiques, etc. Mais dès lors, par exemple, tu veux monter un dossier en disant que tu vas faire du Airbnb, que tu vas faire de la location courte durée, j'ai l'impression que là, ça couac. Oui, ça coaque parce que la législation, elle est en constante évolution. Par exemple, sur la ville de Paris, c'est assez restrictif. Aujourd'hui, tu as des quartiers entiers où bah, c'est que la location Airbnb. Du coup, comme il y a un déficit de logement pour les locaux, ben, il y a un durcissement des conditions d'accès et on limite à un nombre de jours par an et c'est en train d'être en plus en difficulté. Et la mairie de Paris n'hésite pas, je le dis, hein, à faire des contrôles. Et en général, si tu te fais choper, ça te coûte cher. Et donc, les banques, elles n'aiment pas ça du tout. Mhm. Moi, les dossiers Airbnb, moi, je le dis aux clients, vaut mieux passer sur une locative classique sur 15 ans. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, les dossiers de Airbnb, les banques, elles les prennent plus, elles n'aiment pas ça. Elles n'aiment pas ça, c'est trop dangereux, c'est trop risqué en fait, parce que les montants ne sont pas les mêmes. Mhm. Un locatif classique, vous êtes soumis à des lois, des réglementations. Airbnb, faites un peu ce que vous voulez. Donc, si dans ton prévisionnel, tu mets 15 ou 20 000 euros pour ton appartement et finalement, tu n'en as que, je sais pas, 6, c'est plus du tout la même chose. C'est ça, parce que du coup, bah, c'est d'activité commerciale et derrière, Tout à faut pas fait. se mentir, tu es sujet aussi à la fréquence. On est d'accord. Et on l'a vu en 2024 avec les JO où, Ouh, alors là, franchement, sur les réseaux, ça veut dire que tu pouvais plus respirer. Une pub par-ci, par-là. C'est-à-dire que tout le monde était en mode, non, mais entre guillemets, c'est l'opportunité du siècle, ouais, etc. Faut- Voilà. loue ton appart, tu vas gagner 10 000 balles. Non, mais C'était dingue parce qu'il y avait même des propriétaires qui louaient leur appartement en location classique, hein, qu'ils ont délogé entre guillemets leurs locataires pour se retrouver tout à bah, fait. finalement à ne pas louer. Et j'ai connu même justement deux ou trois amis bah, qui se sont retrouvés malheureusement à ne pas être capables de louer. Il y avait trop d'offres par rapport à la demande. Ah mais c'était le cas, parce que, sauf que, tout le monde s'imagine toujours, les événements, comme ceux-ci, générateurs d'énormément de trafic. Mais, moi qui accompagne, beaucoup les entrepreneurs, moi j'ai vu l'hécatombe
surtout sur la partie restauration en fait. Mhm. Parce que la ville de Paris nous a vendu du rêve en Mhm. disant vous allez voir les millions de personnes qui vont venir, ça va générer tant de chiffre d'affaires. Et en fait, ça aurait pu hein, être le cas, sauf qu'ils ont tellement sécurisé la ville. La ville a Oui, c'est ce tellement été barricadée que fallait montrer, mais même pas, parce que moi-même je voulais assister, mais quand t'as pas de billet, tu peux pas circuler dans la ville. T'étais bloqué, tu pouvais pas rentrer. Donc moi je pense aux restaurateurs qui ont ouvert. Je suis pas en train de dire qu'ils ont mis la clé sous la porte, mais ça a quand même été très difficile pour eux. Et les Airbnb c'est la même chose. On a expliqué que les Américains ou je sais pas qui étaient prêts à payer des milliers de dollars exactement. pour être dans un petit 2 pièces. Ah bah, enfin à un moment il faut remettre les choses en place quoi. Ça c'est pas possible. Et j'ai justement une anecdote comme ça où j'avais justement une amie qui avait un logement à 15 minutes de Paris. Et elle avait 2 chambres salon, donc elle avait un T3. Et du coup, elle avait légué, entre guillemets, la gestion complète à une conciergerie. Et la conciergerie lui avait vendu du rêve en lui disant, mais t'inquiète pas, je crois on était quoi, à 400 € la nuit, tu vas louer. Et donc elle s'est dit, bah, de toute façon, moi c'est bon, c'est quasiment sûr. Et elle avait un prêt, je crois, elle avait un prêt de 1300 ou 1400 € sur le bien en question. Et on arrive mars, pas de réservation. Avril, pas de réservation. Et elle, en fait, elle se retrouve malheureusement dans une situation où, bah, justement, comme on parle de l'apport ou de Mm. trésorerie, ou voilà, elle en avait pas. Donc elle se retrouve, en fait, elle commence à vraiment être en difficulté tous les mois pour pouvoir rembourser cette traite. Parce que justement, au lieu de mettre un locataire, bah, elle avait personne. Parce que voilà, Ah ouais. c'est les JO, faut vraiment qu'on y soit. Mois de juin, elle a personne. Enfin, je crois que c'est le mois de mai, juin. Et à un moment donné, entre le mois de mai et le mois de juin, elle a dit non, mais c'est bon, là, si je continue comme ça, je vais à ma perte. Et elle commençait à vraiment avoir des difficultés où, voilà, c'était compliqué. Et elle, en fait, elle a supprimé les nuits à 300, 400 €. Elle a mis, je crois, 60 € la nuit. Je te dis, euh, je crois le lendemain, elle était bookée les 2 mois. Ben voilà, à un moment, enfin, En fait, ça veut dire que les prix étaient indécents. oui, On est on n'est arrivé pas à un des niveau, pigeons. voilà. Voilà, à un moment, il faut arrêter. Moi, je comprends pas. Je comprends pas, moi, les gens qui mettent des prix astronomiques. À 400 €, moi, je vais dans un palace. Je suis désolée. Non, mais je suis d'accord avec toi. À un moment donné, et des fois, tu te rendais compte que le bien n'était pas dans une très bonne localisation, Mm. la décoration, ou en tout cas le bien-être dans l'appartement, c'était pas forcément ça. Et tu disais, mais en fait, à un moment donné, c'est comme si tu voulais vendre du plaqué or au prix d'or. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Donc, Dans toutes les grandes villes, tu le vois quand tu veux partir en vacances et que tu cherches tout seul. Tu vois des fois le même prix des beaux hôtels et tu vois chez le particulier, tu vois un lit, une table, une chaise et tu fais ah non quand même. Donc tu le prends si t'as pas le choix, mais si t'as le choix, tu vas ailleurs. Donc c'est clair. mais du coup, pourquoi, selon toi, les réseaux sociaux vendent une illusion de financement illimité? Bon, tu me diras peut-être que la réponse, on l'a déjà, mais Je sais pas. Je pense que c'est pour vendre un produit parce que c'est pas illimité, c'est pas possible structurellement. On peut pas. De toute manière, même si tu as fait 5 opérations, 6 opérations, au bout d'un moment, la banque, elle va arrêter. Elle va estimer que le risque est important ou que les engagements qu'elle porte sont trop lourds. Donc, et de l'autre côté, tu vas aller voir un autre banquier et tu vas faire du patrimonial. La banque, elle va te dire, OK, j'ai quoi en échange? Aujourd'hui, un prêt sec, la banque, elle en veut pas. Elle va te dire, OK, aujourd'hui, tu es client dans tel établissement, 100% de tes revenus sont là-bas, ton patrimoine, il est là-bas, ton patrimoine, il n'est pas dilué. C'est-à-dire que tout ton patrimoine, il est en immobilier. Donc, t'as pas d'épargne, quasiment pas d'épargne, parce que tu fais que de l'immobilier. T'as pas d'argent de côté, t'as rien. Donc, qu'est-ce que tu donnes à la banque? La banque, elle va te prendre si tu donnes quelque chose. Parce que à ce niveau-là, tu es censé être un bon client. mhm. Et si ton compte, il n'est pas extraordinaire, et tu as juste ton revenu, ton salaire, ça ne t'intéresse pas les banques. Si tu vas aller plus loin, il y a un moment, il faut leur donner quelque chose en échange. Nous, quand on a des clients qui sont patrimoniaux, la banque, quand ils ont encore un autre projet patrimonial, la banque, elle me dit, OK, moi je veux bien, mais quelle est la contrepartie? S'il n'y a pas de contrepartie, la banque, elle n'ira pas. Un prêt sec, ça coûte de l'argent à la banque, hein. Un prêt sec, c'est-à-dire, moi, je comprends pas. Ce que c'est qu'un prêt sec, c'est on ouvre un compte avec une SCI, avec un prêt qui se décaisse le 5 et un loyer qui rentre le 4. Voilà. Ça s'appelle Mhm. un prêt sec. C'est-à-dire que la banque a mis en place un prêt et c'est tout. Il faut savoir que la banque, elle fait des efforts sur les prêts pour attirer les bons clients. Donc certaines fois, c'est déjà arrivé, qu'elle fait pas des taux négatifs, mais qu'elle descend dans sa marge. Donc elle perd de l'argent.
On est d'accord, aujourd'hui, un établissement, c'est une entreprise commerciale. C'est Elle a ça. la vocation, comme n'importe qui, à gagner de l'argent. Donc, c'est pas une association et c'est pas une association à but non lucratif. Donc, elle est là pour gagner du fric à la fin de l'année. Donc, chaque fois qu'elle fait une opération, c'est parce qu'elle veut capter un client et qu'elle veut que ça soit rentable. Si la rentabilité, elle n'est pas au rendez-vous, la banque, elle préférera dire non. Et par rapport à ça aussi, il y a le fait que, bon, à me contredire, je vais être un peu bon, je vais dire les Ouais, termes, hein, on vas-y, va dire dis. les termes, on va être honnête, les smicards. Ah, Les ouais. smicards. Et souvent, personnellement, je trouve que c'est une cible assez facile dans les réseaux sociaux. Dans le sens où on leur vend mots et merveilles, Ouais, parce que souvent, c'est des gens qui sont assez justes financièrement tous les tout à mois. fait. Ils sont quand même dans une situation souvent précaire, parce qu'aujourd'hui, avec l'inflation et la réalité économique actuelle de la France, et pas que, font que maintenant, bah, quand tu gagnes 1300, 1400 Mm. euros, bah, c'est très difficile de boucler les fins de mois. Ce sont des gens qui ont accès au financement, mais qui n'ont pas, à mon sens, accès au financement autant que des profils qui gagnent un peu mieux. Je suis d'accord. Et donc, du coup, la banque, évidemment, elle regarde aussi. Je peux pas dire que c'est une forme de discrimination, mais c'est les revenus. Parce que quand tu gagnes 1300 euros et que malheureusement, t'as pas d'héritage, t'as pas d'épargne, à part ton salaire et malheureusement, essaie d'économiser du mieux que tu peux dans la vie actuelle, bah malheureusement, eux aussi, ils pourront pas enchaîner les biens Je suis parce d'accord. qu'ils vont être limités. On va peut-être leur financer un ou deux biens. Et en plus, il faut savoir où. C'est souvent pas dans des zones, on va dire, sexy. On parle pas de Paris. Mm, Et je trouve que c'est souvent, en fait, des candidats qui sont rapidement écartés du système bancaire, ou souvent, c'est souvent pour la gestion. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là pour qu'ils puissent... Donc moi, souvent, ce que je conseille, c'est de faire des études ou essayer de faire en sorte d'augmenter, par rapport à des certifications ou quoi, d'augmenter ton salaire. Parce que clairement, quand tu gagnes le SMIC, bah, tu pourras peut-être faire une ou deux opérations et encore avoir où, mais je pense qu'on est limité. Est-ce que je me trompe ou... Ah, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Aujourd'hui, si tu veux faire de l'argent rapidement, pas en 6 mois, hein, je parle en plusieurs années, hein, pour moi, les belles réussites, c'est les réussites professionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne deviendras pas millionnaire avec du bien immobilier. Je suis désolée, mais ce sera le temps que tu récupères ton argent, ça sera 20 ans. Aujourd'hui, moi, enfin, j'accompagne des porteurs de projets, que ce soit l'activité taxi ou un boucher ou autre. La personne ne gagne pas énormément d'argent, elle crée une activité, elle lance une activité. C'est un moyen beaucoup plus rapide de gagner de l'argent. J'ai accompagné il y a 3 4 ans un primeur. Un primeur, c'est les gens qui ont Des fruits. des fruits et légumes. Mm. D'accord. Il venait d'arriver en France, il travaillait, il était collaborateur dans un primeur. Et les cédants lui ont proposé de lui vendre le fonds de commerce Bien. parce qu'il partait à la retraite et voilà. C'était un dossier difficile parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils parlaient pas très bien français, enfin voilà. Ils ont acheté, on les a accompagnés, on a changé leur vie en fait. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, ils achètent un deuxième commerce, ils achètent une maison. Ça, l'immobilier classique, tu ne le permettras pas. Aujourd'hui, pour devenir riche rapidement, je suis désolée, hein, Avec un il y a, business. il y a un business, mais bien sûr. Ouais, c'est ça. Il Parce y a, que moi, je suis d'accord avec toi. C'est que, et je pense que c'est là où il y a beaucoup de frustration et que maintenant, il y a beaucoup de personnes, parce que, voilà, moi, tu me connais, j'accompagne les gens à l'académie pour qu'ils puissent faire de l'achat-revente. Et c'est vrai que, même par rapport à mes participants, je suis honnête avec eux parce que je me dis, ça sert à rien de leur mentir. Parce que tu vas leur dire, oui, tu fais une ou deux opérations d'achat-revente et demain, t'es millionnaire. Bah, je mens. non, 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 non. Mais c'est un processus, enfin, c'est un processus au fur et à mesure. Tout à fait. Et en fait, in fine, euh, c'est juste un business qui te permet de... On est d'accord, c'est un levier qui va te permettre d'aller plus ou moins rapidement. Aujourd'hui, si tu fais une opération de marchand, ta première opération, tu vas gagner 30 000 à 40 000 euros, ta deuxième pareil. Ça va te servir d'apport sur aller sur un projet un peu plus gros et encore un peu plus gros. C'est-à-dire que quand tu fais de l'achat-revente, tu vas pas tout de suite sur des opérations à 1 million d'euros. Ouais. Sauf, je sais pas, logiquement, non, la banque, elle y va pas. Euh, Là, il faut avoir un peu d'expérience, au moins une ou deux opérations réussies pour avoir accès aux banques, aux pôles IMO. Il n'y a pas de secret, hein, c'est comme ça. Eux, c'est comme n'importe quel métier. Tu veux être boucher, il faut un diplôme de boucher. Tu veux être Mhm. boulanger, il te faut un diplôme de boulanger. Tu veux faire de l'achat-revente, il faut que tu aies au moins une expérience réussie. Quand je dis réussie, c'est tu es capable de prouver que tu as fait, que tu as construit, que tu as revendu et que voilà ce que tu as gagné. Et souvent, je parle de l'achat-revente, hein, je dis aux clients, en tout cas au début, ne quittez pas votre job.
Ah, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que ton job, tu vivras pas de ton activité, en tout cas les premières années. Et moi, j'ai eu un contact avec un client qui fait ça depuis 20 ans. Mhm, Aujourd'hui, encore aujourd'hui, hein, mhm, il me dit, moi, ce que je gagne, c'est ma trésor pour aller sur d'autres opérations. mhm. Je ne vis pas de ça. J'ai mon activité à côté. Et moi, je lui dis, mais il n'y a pas de sujet, c'est très bien comme ça. Mais c'est une grande partie, enfin, pas mal de marchands de biens, en tout cas, soit ils gardent un travail à mi-temps, Hmm. soit ils ont quelque chose. Ça veut pas forcément dire qu'ils gagnent pas bien leur vie, Non, mais ça non, veut seulement dire qu'on peut pas quitter. Et je sais que moi, je suis encore salarié, je travaille, voilà, je suis cadre en banque d'investissement, et clairement, je trouve que ça me donne de l'assurance aussi. Pourquoi? Parce qu'on voit que j'ai quand même une profession qui est assez bien correctement, on va dire que je suis pas quand même mal lotie en termes de rémunération, et en fait on voit mon âge, on voit aussi la progression et les tout à fait. opportunités, et ça fait une différence avec quelqu'un qui se dit, bon, je fais une opération à 40 000 euros. Mais je pense que la problématique ici aujourd'hui, c'est que bah, beaucoup de personnes fantasment. Oui, En fait, quand tu n'as oui. jamais eu 40, 50 ou 100 000 euros sur ton compte, tu as l'impression que c'est un truc qui va faire trembler les banques. Non. Mais dis-toi que pour eux, des fois, ils ont des gros comptes où ils voient Ah des oui. plusieurs millions d'euros. Donc, il faut relativiser. Et je pense que pour certains, bah, quand tu es dans ton monde, c'est normal, hein. Quand tu n'as jamais touché certaines sommes, bah, tu as l'impression que quand tu les touches, ça va être suffisant. Mais 40 000 euros, des fois, c'est ce que quelqu'un peut dépenser, surtout les entreprises du BTP. Des fois, une journée, ils peuvent dépenser 40 000 Tout à euros. fait. Moi, enfin, les clients qui gagnent très bien leur vie, souvent, ils sont économes, hein. Mm. C'est pas des gens qui flambent, c'est des gens qui sont très rationnels, très sécuritaires dans leur gestion quotidienne. Aujourd'hui, enfin, moi, j'ai vu, hein, enfin, dans nos clients, je vois des fois des pieds de compte conséquents et je vois la gestion de comment ils vivent au quotidien. Ils flambent pas, hein. C'est pas des gens qui flambent, hein. C'est des gens qui ont une gestion vraiment rigoureuse. Et encore une fois, avoir un patrimoine de plusieurs millions d'euros en 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour moi, aujourd'hui, il n'y a que l'entreprise qui peut permettre de faire ça. Et gagner, acheter de l'immobilier, vous pourrez, mais vous mettrez du temps. Après, l'achat-revente, ça permet d'aller sur des projets sur lesquels on n'irait pas. Il ne faut pas aller faire de l'achat-revente à Paris, il n'y a pas aujourd'hui. C'est des Non, millions non, d'euros, c'est hors de prix, c'est ça sert à inaccessible. rien. Ça sert à rien. Il y a des coûts, comme tu as fait, toi, Mhm. qui sont très intéressants et ça te permet d'aller sur quelque chose d'autre, d'aller quelque chose de plus fort, plus puissant, plus gros, mais il faut un peu de temps. Après, tu as ton activité qui est relativement technique, hein, Mhm. donc c'est un très beau métier, mais je pense qu'en plus, si tu faisais que ça tout le temps, je suis pas sûre que ça te Mm. plairait. Non, mais parce que du coup, moi, personnellement, à titre personnel, tu fais ça, mais en fait, quand tu commences à comprendre les points techniques de l'achat-revente, c'est pas comme, c'est pas un salarié, c'est pas tous les jours tu auras un truc à faire. Ah C'est non. surtout, moi, je trouve que c'est surtout pendant le projet, enfin, quand l'avant-projet, quand tu es en train de faire les calculs, quand tu regardes c'est là où il y a vraiment un travail, mais ça nécessite pas forcément Mais bien que tu sûr. quittes ton boulot. Un samedi après-midi, allez, une journée où samedi, un week-end, tu te poses à partir de 10 heures, après tu fais une pause à 14 heures, tu manges un peu, 18 heures. Quand tu as l'habitude, c'est un truc où tu peux déjà savoir vraiment. Et encore ça, c'est vraiment quand tu es vraiment en phase de. Tu es quasiment sûr. Mais en général, déjà, tu as des notions. Et après, tu fais quoi le reste du temps? Même si tu gagnes Mais autant, je suis d'accord. tu vas Un t'ennuyer. dossier bancaire, un dossier, peu importe que cela soit de la promo, pas, je parle pas de promotion, parce que c'est encore un métier à part. L'achat, rénovation, revente. Une fois que ton dossier il est monté, tu fais quoi? Ben t'attends en fait. T'attends que la banque elle te dise oui. Et donc ça peut être très long, hein. Mm. Donc une fois que ton dossier il est monté, il est parti, il a été envoyé, il est en mode d'analyse. Là, t'attends que le banquier t'appelle pour te demander s'il est OK, s'il est pas OK, s'il a des compléments d'information à te demander. Donc tu fais quoi pendant ce temps? Imagine, la banque elle te dit non sur ce projet-là. Tu vas être abattu. Il faut avoir une porte de sortie sur autre chose, déjà pour son quotidien. Donc non, non, non. L'achat-revente, ça peut être très bien. Commencer sur des petites opérations, comme on en a déjà parlé auparavant. Une première opération, une deuxième opération en financement solo, et après solliciter un partenaire bancaire. Mais le partenaire bancaire va te demander 20% d'apport. C'est ça, parce que c'est ce qu'on oublie. C'est parce que c'est sexy, marchand bien, mais là, tu sors du cadre des particuliers. Là, faut même pas arriver à 110%. Là, tu dois, entre guillemets, miser autant que la banque a Ah, mise. tout à fait. Et le financement, il est beaucoup plus élevé. Les taux d'intérêt, c'est plus pareil. Ah non, on n'est pas sur du taux classique. Les taux sur un prêt marchand. Un prêt marchand, déjà, c'est un prêt marchand qui ne dure pas sur 15 ans. Mm. Enfin, on est dans le cadre d'une acquisition en marchand. Déjà,
C'est un système qui est un peu particulier. C'est-à-dire que tu achètes en format marchand, donc tu achètes 5 ans, donc tu as des frais de notaire qui sont réduits. Tu achètes aussi un prêt marchand, donc c'est un prêt qui est censé durer 5 ans maximum. En Mhm. général, c'est souvent des prêts qui sont sur 2-3 ans. Et ça a un coût, hein. Mm. La banque, si elle te prête ce type de projet, c'est pas du taux à 2,5 à 3. On est Mm. plus sur du 5. 5-6 parfois. Hein. Donc, du coup, c'est pas le même coût non plus. Donc, il faut en tenir compte. Et puis, quand tu fais un dossier de marchand, il faut déjà penser à l'étape. Quand est-ce que je le revends, à qui je le revends. Mhm. Et souvent, la banque, elle demande si la commercialisation a déjà été commencée ou pas, hein. C'est une étape qui est très, très importante dans ce projet-là. Mais encore une fois, ça ne nécessite pas un temps complet, hein. Ça peut se faire sur son temps libre comme une activité. Certains font ça comme un hobby, hein. Après, c'est un Mhm. super hobby, hein, c'est un hobby qui est rémunérateur, hein. Mais avant de pouvoir te dire, je vais arrêter de bosser, je vais arrêter de faire mon activité et je vais gagner que là-dessus, il se passe un petit peu de temps. Et donc, du coup, par rapport à ça aussi, par rapport à l'activité de marchand de biens, c'était pas la question que j'allais poser maintenant, Mais vas-y. mais comme on y est, on peut la poser. Bah, souvent aussi, bah, je vois que des fois, il y a cette guéguerre là sur les réseaux sociaux qui disent oui, mais il y en a, bah, ils vendent du marchand en résidence principale, ou ils disent que voilà, c'est pas technique. Moi, je sais qu'en soi, dans les faits, ce qui est un peu marrant, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que si tu viens, tu vas demander un financement à la banque et que tu n'as aucune expérience, t'es pas finançable. Ben, en fait, dire à la banque, j'achète ma résidence principale et faire du marchand, Ouais, ça peut passer une fois, ouais. ça peut passer une deuxième fois, sauf que tu es vite rattrapé par la patrouille et que Mhm, derrière, tu peux avoir des ennuis avec le fisc. Parce que normalement, pour être exonéré de la plus-value, il faut rester normalement 2 ans, 2 ans mhm, dans l'habitation. Aujourd'hui, un prêt marchand, si tu fais enfin, les opérations sont beaucoup plus courtes. mhm. Et donc là, ça semble compliqué. Une fois, ça passe. 2 fois, tu risques Voilà. d'attirer Et les yeux sur ils toi. sont vifs Et hein, en ça, plus. ah Hein. mais Ils sont et là- très vifs en ce alors, moment. Hein. oui, je suis d'accord. Il y a besoin de sous, hein. Le trésor public, les caisses sont vides, Ouais, en ce donc moment, c'est là, ils sont en hyper ouais, vigilance et donc il surtout. Hein. faut. Ah ouais, non mais. Amende, ils rigolent pas. Moi, je me souviens à Ah bah l'époque, là, c'est. j'avais des petites amendes de transport et je trouvais que ça prenait énormément de temps. Bah, dans les années 2010, Ouais, ouais, ouais. voilà, Du coup, je sortais avec ouais. les amis, on prenait le bus, on se faisait choper par les contrôleurs. Et donc, du coup, t'avais un peu peur de dire à ta maman que t'avais pas respecté, que t'étais parti un peu au centre commercial pour un peu traîner. Et bah, du coup, tu vois, le temps que ça te rattrape, t'avais le temps de. Il y a 2 années qui te rattrapent, limite, pour qu'après t'as une régule sur le compte. Mais là, t'as une amende, des fois, le premier, la fin du mois, ils ont déjà saisi sur ton compte. Ouais, ouais, aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est c'est. rapide, hein. Ouais, j'ai fait les frais il y a pas très longtemps. Je me suis fait flasher à 56 pour 50. J'ai reçu un PV et. Donc, bon, déjà, j'étais en furax, mais c'est pas grave. Et avant, on avait les PV, c'était 45 € si tu payes tout de suite. Et là, il n'y avait plus la caisse 45 €. Je suis passée tout de suite à 90. Je me dis, ah merde, mais il s'est passé quoi là? Bref, donc oui, il y avait besoin d'argent. Donc tout ça pour revenir au sujet marchand. C'est-à-dire que si tu fais une opération en marchand tout seul, la première fois, ça peut passer. Après, le trésor public va regarder et tu peux te faire requalifier et du coup, c'est une pénalité, hein, Mhm, donc ils vont recalculer la plus-value sur la détention, ça va te coûter très 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 cher. Et mhm, tout ce que tu as pensé gagner va partir en paiement au trésor public. Mais même en dehors de ça, la banque, mhm, elle va se faire avoir une fois. mhm, Tu vas tester la banque une deuxième fois. La mhm, troisième fois, c'est terminé. mhm. Elle va te dire non. Elle va te dire, moi, je suis pas débile non plus, enfin, je suis pas stupide, hein. On le sait, hein, donc vaut mieux faire, encore une fois, tu peux faire une fois, tu peux faire 2 fois, après il faut structurer de toute manière ton projet. Exactement. Parce que du coup, moi, je pense que. Parce qu'il y en a pour certains, c'était vraiment, on va dire, une opération. Bah, c'est une opération voulue, faut pas se mentir. Mais derrière, je trouve que. Parce que c'est vrai que la banque, souvent, quand on commence, on demande le financement des marchands, on va dire c'est quoi ton expérience? Et c'est là qu'elle a besoin quand même que tu lui prouves Tout une à fait, opération. mais on est Et, d'accord. et pour 90% des marchands, à moins qu'ils avaient déjà l'argent de tous autofinancé, ils ont soit. Que ça soit quelque chose qui leur est tombé dessus, parce qu'il y en a des fois, ils ont fait une résidence principale, ils ont fait les travaux, ils ont divorcé ou quoi, ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont montré qu'ils ont fait une plus-value. Donc la banque, elle voit quand même qu'ils s'y connaît un petit peu. Ouais. Mais c'est surtout l'historique ou il y a aussi notre solution, l'association. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est Ça, exact. on n'y pense pas, mais s'associer avec des gens qui ont déjà de l'expérience. On est d'accord. Et donc, du coup,
tu facilites ton financement. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que vous partagez les risques. On est dans une opération win-win. Si un a le projet et que l'autre a l'expérience, eh ben, ça permet aux deux d'aller plus loin. Un, pour le premier qui n'a pas l'expérience, ben, d'acquérir une expérience, et pour le deuxième, d'aller sur des projets de plus grande envergure. Donc, tu vois, c'est une opération win-win, on est C'est ça, d'accord. moi je suis d'accord avec toi. Et donc du coup, pour revenir aussi au financement pro, on dit souvent qu'en France, voilà, c'est pas un pays qui aide les entrepreneurs, entre guillemets. Est-ce que c'est vrai ou faux? On accompagne des porteurs de projets, tout type de porteurs de projets. Là, par exemple, j'attends la réponse bancaire aujourd'hui, vraiment, je croise les doigts pour elle. C'est une jeune femme qui était collaboratrice dans une boucherie et qui a décidé de se lancer toute seule en tant que bouchère dans Paris. Pour l'instant, je n'en dis pas plus parce que j'attends la réponse de la banque et j'aimerais vraiment l'accompagner. Et la pauvre, elle a eu plein de difficultés, mais pas du fait de la banque, hein. Du fait, par ailleurs, sur d'autres choses, sur d'autres items. Et des fois, on a envie. On a envie d'accompagner. Encore une fois, aujourd'hui, euh, les entrepreneurs, enfin, si l'idée est bonne, que le projet est bien structuré, que le porteur de projet a de l'expérience, moi j'y crois. Si moi j'y crois, je vois pas pourquoi la banque n'y croirait pas. Et pour la petite bouchère, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle était au Pôle emploi. Elle s'est battue, mais vraiment, elle s'est battue. Elle se bat encore, hein. Et on est là pour l'aider. Je me suis prise d'affection pour cette cliente. Aïlé, si tu regardes, voilà. Enfin, on avait le banquier aussi, hein. J'ai eu le banquier encore hier au téléphone. Il m'a dit... j'ai passé tellement de temps sur son dossier, même moi, j'ai passé énormément de temps sur son dossier. C'est un tout petit dossier, elle ne demande pas grand-chose, hein. J'ai passé autant de temps sur son dossier que sur des gros dossiers. Mais on avait vraiment envie de l'aider parce qu'on sait qu'on va changer sa vie. Mhm. Voilà. On sait qu'elle va changer sa vie et que... enfin, pour moi, pas parce que c'est de la sororité, mais j'avais vraiment envie de l'aider. Donc, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, si le projet est bien monté, si le projet est cohérent, on est en capacité d'aider les gens. On n'a pas besoin des fois de gros apports sur des opérations d'entrepreneuriat. Mais il faut que l'idée elle soit là, que le porteur du projet soit cohérent. Il n'y a pas de sujet. Parce que du coup, si on regarde bien, c'est surtout des projets, on va dire, assez classiques, parce que souvent, beaucoup de personnes demandent des financements peut-être par rapport à du e-commerce, etc. Et c'est là que je me dis, en fait, souvent, c'est juste ils ont pas, enfin, je dis pas qu'ils n'ont pas la bonne profession, ça se dit pas, mais que, en fait, ils font, ils font des choses qui sont hyper tendances. On va dire Ouais, un peu. j'ai Parce qu'aujourd'hui, compris. on est sur les réseaux sociaux, on est tous exposés. Donc, on va parler du dropshipping, on va parler du e-commerce, on va parler d'avoir une boutique en ligne, etc. etc. Mais moi, j'avais un participant de l'académie qui m'expliquait que au début, il s'est lancé dans le dropshipping, dans l'e-commerce. Sauf qu'il m'expliquait qu'on ne lui avait pas dit qu'il était censé avoir de l'argent pour être capable de faire des pubs, pour pouvoir Ah bah oui, attirer c'est encore... des ouais. clients dans sa boutique. Et en fait, il s'est rendu compte que, oui, en fait, ouais, on m'a vendu du rêve. Et clairement, en fait, il a dit que le premier mois, j'ai mis 2000, le troisième mois, j'ai essayé de mettre un peu plus, mais là, il voyait que ça fonctionnait pas parce que derrière, il faut savoir aussi attirer, comment tu montes tes pubs, comment tu communiques. C'est un métier, hein, le marketing. C'est Tout à pas, fait. Ah oui, enfin, oui, je l'air suis de d'accord. rien, c'est pas juste de setuper des pubs automatiques et n'importe qui vient, waouh, c'est bon. C'est-à-dire que il y a un trafic et quand tu fais tout ça, tu te rends compte que c'est pas évident. Et il dit, ouais, mais j'aurais aimé obtenir un financement, ça m'aurait peut-être aidé à me lancer dès le début. Mais je pense que ce type D'activité. d'activité n'est pas, enfin, je sais pas, n'est pas finançable, mais c'est difficilement C'est finançable. compliqué. C'est-à-dire que il y a certaines activités, pas qui sont blacklistées, mais qui sont avec des points d'attention. Euh, la banque, elle ira pas sur des activités, par exemple, qui sont un peu compliquées, type les puffs. Tout ce qui est je sais pas comment ça s'appelle, là, les vapos, tout ça. Ouais, les vapos, Ouais, elle l'ira pas parce les que c'est cigarettes trop dangereux. Elle électroniques. l'ira pas, c'est dangereux. Aujourd'hui, la réglementation, c'est un produit qui est assez récent. La réglementation était encore un peu en cours là-dessus. Au début, on disait que c'était pas dangereux pour la santé. On se rend compte aujourd'hui que ça l'est. La banque, elle veut pas être mêlée à un scandale. Donc, elle n'ira pas. Règle de base, elle n'ira pas. Ça, c'est clair. Les banques, elles financent pas l'univers de la nuit. Ça, c'est encore une autre histoire. Pareil, mais des univers qui sont comme l'import-export, le e-commerce, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est des métiers où on a besoin de beaucoup de trésorerie. Mhm. On a besoin un ordinateur, on va avoir du matériel, très peu de matériel, on va louer un local, on va avoir un ordinateur. C'est surtout ça, hein, ce métier-là, hein. Mhm. On va avoir besoin de stock et on va avoir besoin de trésorerie pour gérer le site et la publicité. La banque, elle finance
que ce qui est palpable. C'est-à-dire, elle va financer le matériel, elle va financer les murs, elle va financer un fonds de commerce ou une société, mais elle va pas financer de la trésor pour acheter du stock. Ça se finance pas. Donc ça, on va demander que ça soit de l'apport. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas d'apport, il fait comment? Et puis si son activité décolle pas, on fait comment? Ouais, c'est Donc risqué. c'est hyper risqué. Donc les banques financent pas du BFR. Besoin fraude roulement, je le précise. Ouais, moi, j'allais J'allais préciser dire après. ouais, donc voilà, c'est pour le coup, c'est ça. On va financer quelque chose qui est palpable. Donc le fonds de commerce, c'est quand même une valeur. On va prendre une garantie derrière. Sur le stock, on prend quoi comme garantie? Dans certaines entreprises, on finance ou on refinance du stock, mais c'est des entreprises qui ont plus de 3 ans.